Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo vidéo su Hat-Trick. C'est ici que s'arrête mon italien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un championnat qui avait perdu de sa superbe. Un championnat devenu moribond et vieillissant. Alors, est-ce que la Serie A c'est nul. Moi, je vous l'annonce, il est bel et bien de retour au premier plan. Mais alors, à quoi faut-il s'attendre cette saison et celle à venir? On commencera par un petit récapitulatif des prestations des équipes italiennes en Coupe d'Europe sur les 10-15 dernières années. Un petit point aussi sur la visibilité du championnat et un parallèle avec la nationale. Ensuite, je vous présenterai les 5 gros clubs de ce championnat et pour finir, mon avis global sur la Serie A. 2010, c'est la dernière victoire de l'Inter en Ligue des Champions et la dernière victoire d'un club italien dans cette compétition. Hormis la Juve qui a roulé sur le championnat entre 2011 et 2020 avec 9 titres et 2 finales perdues, 2015 et 2017, eh bien il ne se passait pas grand-chose. Il faudra attendre 2022 pour retrouver 3 clubs italiens en quart. On parle de l'Inter, le Milan AC et le Napoli. Entre-temps, il y a eu un upset de la Roma en 2018 qui a atteint les demi-finale avec cette qualification folle contre le FC Barcelone. C'est bien 2022 qui marque un retour au premier plan. On aura une demi-finale 100% italienne entre les deux clubs de Milan et encore une fois une finale perdue de l'Inter contre Manchester City. L'année suivante, Naples et l'Inter éliminés en huitième et cette année nouvelle défaite de l'Inter en finale contre le Paris Saint-Germain avec cette victoire 5-0 des Parisiens. En Europa League, c'est guère mieux, hein. Il fallait remonter à 98-99 et la victoire de Parme pour trouver une victoire d'une équipe italienne avant celle de l'Atalanta en 2024. Entre-temps, en 2014-2015, il y avait la Fiorentina et Naples en demi. En 2022-2023, la Roma et la Juventus en demi. Et 2023-2024, la Roma, l'AC Milan et l'Atalanta vainqueurs cette année-là, qui était en quart. Ce qui est un bilan assez famélique en comparaison avec la Première Ligue, la Liga et même la Bundesliga, mais ça reste toujours devant la Ligue 1. Après ce petit récap des équipes italiennes en Coupe d'Europe, juste pour vous parler des audiences télé de la Serie A, il y a eu un petit pic entre 2015 et 2018 où on a retrouvé des joueurs comme Higuaín, Dybala, Mohamed Salah, l'éclosion de Donnarumma, le Napoli de Mauricio Sarri, la fin de Francesco Totti, mais elles ont aussi baissé drastiquement après le Covid, comme un peu tous les championnat, donc. Mais c'est très compliqué de trouver des chiffres vérifiés. Moi, je vais pas forcément l'utiliser pour justifier le déclin de la Serie A. C'est aussi en adéquation avec la nationale et qui a des performances en montagne russe. Finaliste de l'Euro 2012, vainqueur de l'Euro 2021, mais n'a pas participé à une Coupe du Monde depuis 2014, où ils ont été éliminés au premier tour, comme en 2010. Et pour la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis en 2026, ce n'est toujours pas fait pour les Italiens. Ce n'est pas vraiment un long fleuve tranquille. Mais alors pourquoi je pense qu'on est sur le grand retour de la Serie A? Je vais vous parler des 5 gros clubs un peu de Serie A et on va essayer d'analyser les effectifs, les coachs. Même si nous sommes en pleine période de mercato et que beaucoup de choses peuvent encore changer, ça va un peu nous donner une idée de ce que sera la Serie A cette saison et la saison prochaine. Et rapidement sur une ou deux équipes du top 10. Pour commencer, je vais parler de la Juventus de Turin. Si l'on prend un club comme la Juve, la Vecchia Signora, après les années de domination et l'ère post-CR7, la Juventus est dans un creux depuis quelques années. On le voit avec les coachs, les tests. Mauricio Sarri, malgré un Scudetto, n'est pas une énorme réussite. Il y a eu un départ au bout d'un an. La légende Andrea Pirlo a tenu seulement un an aussi. Le retour de Massimiliano Allegri en 2021, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau parce qu'il y a seulement une Coupe d'Italie. Thiago Motta n'a même pas fait une année complète et en ce moment Igor Tudor, il est en fonction et il devrait faire la prochaine saison, mais pas sûr qu'il reste très longtemps lui aussi. Mais je suis quand même optimiste pour la Juve parce que la Juve possède un effectif de talent et en fait je pense qu'ils ont juste besoin d'être drivés, d'être coachés, d'avoir un coach qui a des idées, donc c'est pour ça que je pense que Igor Tudor c'est bien en ce moment, mais il faudra sûrement un meilleur coach pour la suite parce que la Juve, l'ambition c'est de retrouver le sommet de la Serie A avec un Scudetto. Pour l'effectif, le plus gros diamant est le jeune turc Kenan Yildiz, âgé de seulement 20 ans, et il montre un très grand potentiel. Il ne cesse de répéter son admiration pour la légende Alessandro Del Piero, à voir par la suite si Yildiz peut confirmer sa précédente saison et devenir clairement un des leaders de la Juve. On a le français Khéphren Thuram, mais après une saison d'adaptation à un grand club, je pense que c'est un joueur sur lequel on peut
compter pour les Bianconeri pour leur renouveau. Il a fait une très bonne saison et il peut encore faire mieux. On peut citer aussi Francisco Conceição, on l'a vu avec le Portugal, et avec la Juve cette saison, il est en pleine progression. À voir déjà si la Juve arrive à le confirmer dans l'effectif, parce qu'il appartient toujours au FC Porto. Lui aussi, c'est un très grand talent. On a aussi Ten Koop Miners qui a fait une saison un peu mitigée, qui est un élément très intéressant pour la Juve. Il y a aussi la signature de Jonathan David, l'attaquant canadien de 25 ans, est un très bon choix de la part de la Juventus. On parlait de Victor Osimhen devrait rester du côté de Galatasaray. Il y a aussi la signature définitive de Randal Colomani, donc à voir si ça va se faire. On sait que le PSG veut un transfert sec, alors que la Juventus préfère un prêt avec une option d'achat. Je pense que la Juve devrait quand même essayer de conserver Randal Colomani, parce que après sa bonne demi-saison avec la Juve, je pense qu'il peut apporter à cet effectif. La Juve serait entrée en négociation avec Jadon Sancho pour 30 millions d'euros à peu près. Les rumeurs disent qu'il serait prêt à baisser son salaire. Jadon Sancho, depuis son arrivée à Manchester United, c'est en deçà de ce qu'on attendait. Il a fait un bon parcours quand il est retourné au Borussia Dortmund. Cette année avec Chelsea, pareil, c'était un coup oui, un coup non. À voir ce que peut donner Sancho s'il signe à la Juve. Ça reste quand même un talent anglais. À voir si la Juve peut avoir un effectif concurrentiel. On sait que toutes ces arrivées pousseraient Dusan Vlahovic vers la sortie. On sait que l'AC Milan serait intéressé pour le faire signer, donc je pense que Vlahovic ne sera plus un joueur de la Juve la saison prochaine. Il reste beaucoup de travail au président Damien Comolli pour renforcer la vieille dame. Il leur faut un gros joueur en renfort sur chaque ligne du terrain. On sait aussi qu'il y a le retour de Bremer après sa grosse blessure. Au milieu, on parle de Bissouma venant de Tottenham. En défense centrale, des rumeurs avec Aymeric Laporte. Alors c'est des petites rumeurs, mais c'est quand même à prendre en compte, qui ferait son retour en Europe après son passage à Al Nasser. Mais aussi d'un échange avec l'Olympique de Marseille pour Leonardo Balerdi qui viendrait en renfort. On sait que Igor Tudor l'apprécie beaucoup, ce qui acterait aussi le départ du polyvalent Timothy Weah. Donc ça sera un échange entre Balerdi et Weah. Voilà ce qu'on pouvait dire avec la Juve qui souhaite retrouver les sommets et qui a quand même un effectif très intéressant. La deuxième équipe dont je souhaite vous parler, c'est l'Inter Milan. Après sa défaite en finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, 5-0, l'Inter Milan est en pleine reconstruction. Départ de leur coach Simone Inzaghi et arrivée de Christian Chivu, un coach peu expérimenté mais qui connaît le club après y avoir évolué de 2007 à 2014. Donc pour le renouvellement de cet effectif, on parle d'un départ déjà de Hakan Çalhanoğlu pour Galatasaray pour 30 millions d'euros. Possiblement un départ de Denzel Dumfries qui est un élément essentiel de l'Inter Milan. Alors c'est top 3, top 5 des meilleurs latéraux au monde. On sait qu'il y a cette histoire avec la clause dans son contrat qui fait baisser son prix. Donc il y a beaucoup de clubs qui étaient intéressés. À un moment on parlait du Barça, j'ai même vu Manchester City. À voir s'il reste, mais il faut à tout prix que l'Inter Milan le concerne. On sait que l'effectif est vieillissant, donc il faut un peu le rajeunir. Yann Sommer, malgré sa bonne saison, est un peu plus sur la fin. À Serbie, des joueurs comme Henrik Mkhitaryan pour renouveler l'effectif. Arrivée d'un défenseur central de Parme qui a été coaché par Christian Chivu l'année dernière, on sait que l'AC Milan est aussi dessus, c'est Léoni, donc pour un prix de 30 millions d'euros. À voir si Léoni signe. On en a quand même l'arrivée confirmée de Ange Johan Boni, le français de 21 ans en provenance de Parme, pour 23 millions d'euros, qui serait une très bonne doublure pour Marcus Thuram et Lautaro Martinez. À voir si même il intègre l'attaque de l'Inter. Aussi l'arrivée de Luis Enrique en provenance de Marseille. Luis Enrique a eu des très bas du côté de l'Olympique de Marseille la saison dernière. Il a plutôt fait une bonne saison. S'il peut confirmer dans un gros club, en tout cas c'est une arrivée d'un jeune joueur. Il y a des pistes pour aussi le milieu de l'Atalanta Ederson. Il y a beaucoup de clubs qui sont dessus. On parle souvent des clubs anglais, donc toujours Manchester United qui est dans toutes les rumeurs de transfert. À voir si l'Atalanta reste compétitif avec le départ de leur coach, donc Ederson est une piste potentielle pour l'Inter Milan. Donc on a une équipe en construction, mais il y aurait aussi des tensions dans le vestiaire après l'élimination en Coupe du Monde des clubs entre Lautaro Martinez et quelques joueurs de l'effectif. On parlait de Çalhanoğlu, donc malgré le départ de Simone Inzaghi qui est resté quand même pas mal de temps du côté de l'Inter, Christian Chivu doit s'appuyer sur le travail fait par Inzaghi. L'Inter reste favori pour le Scudetto et un potentiel quart de finale quand même en Ligue des Champions. Son rival de l'AC Milan a vécu une saison plutôt cauchemardesque avec le départ l'année dernière donc de Stefano Pioli avec qui ils avaient remporté le Scudetto. Les Rossoneri n'ont pas su se réinventer avec Paulo Fonseca, limogé
dès décembre et en rupture avec le vestiaire, donc Théo Hernandez, Rafael Leao et d'autres joueurs. Il a été remplacé par Sergio Conceição. On pensait qu'il y aurait pu avoir une amélioration. Sur ces 2 premiers matchs, il y a un trophée quand même, la Super Coupe d'Italie, mais après c'est rien de plus. Il finira 8e sans Coupe d'Europe pour la saison prochaine à jouer. Lors de ce mercato estival, le Milan AC, on l'a vu, est très actif. Les Milanais souhaitent retrouver le haut du tableau. Il y a un départ de Sergio Conceição et le retour de celui qui a coaché les Milanais de juillet 2010 à janvier 2014, qui a remporté quand même un Scudetto avec les Milanais la première année. C'est Massimiliano Allegri. Et dès sa première conférence de presse, il a annoncé la couleur. Je cite, le premier objectif est que Milan, un club de dimension mondiale, rejoue la Ligue des Champions. Mais avec quel effectif Massimiliano Allegri va-t-il se présenter pour la reprise de la Serie A? Il y a tout d'abord un départ d'un des piliers de cette équipe, Théo Hernandez, qui rejoindre Al Hilal. On sait que les appels de l'Arabie Saoudite, on peut rarement dire non. Je trouve ça dommage quand même que Théo Hernandez quitte le Milan parce que c'est un élément essentiel de cette équipe et à voir comment il sera remplacé. À noter l'arrivée de Luka Modric en provenance du Real Madrid. Le Ballon d'Or 2018 vient pour apporter son expérience à 39 ans. On sait qu'il a plus vraiment trop les jambes pour faire une saison complète. L'année dernière en Liga, c'était 35 matchs, dont 17 en tant que titulaire. Je pense que Luka Modric, alors c'est pas un secret, il est clairement sur la fin. À voir si sportivement, quand même, il peut toujours apporter au Milan AC. Le capitaine et gardien de but, Mike Maignan, annoncé sur le départ à un moment du côté de Chelsea en début de mercato. Il devrait prolonger une année de plus à San Siro. Tout comme Rafael Leao, le Portugais, qui était très courtisé en Europe. Mais selon son coach Allegri, il devrait rester lui aussi une saison. Malgré l'absence de Coupe d'Europe, Mike Maignan, Rafael Leao sont conservés. C'est un point positif pour les Milanais. Sur les arrivées, on parle du talent suisse Ardon Jashari, qui serait une super recrue pour le Milan AC, qui est un joueur très technique. C'est en très bonne voie. La piste Vlahovic, on en parlait du côté de la Juventus de Turin, il est sur le départ et son ancien coach Massimiliano Allegri est très intéressé pour le faire venir. Ça serait l'arrivée d'un buteur. On sait que Vlahovic a eu une saison compliquée l'année dernière, mais sur les saisons précédentes, il a montré qu'il était quand même un gros buteur en Serie A. Ça serait une bonne arrivée aussi du côté de l'AC Milan. Pour remplacer Tijani Reinders, parti du côté de Manchester City, les Milanais ont signé Samuele Ricci en provenance du Torino pour 23 millions d'euros. Guéladoué aussi, le latéral droit de Strasbourg, est ciblé. Lui aussi recrue plutôt intéressante. On voit que le Milan AC est très actif sur le marché de transfert afin de retrouver le podium de la Serie A. Je pense que c'est ce qu'ils doivent viser, pas d'Europa League ou de top 5. Le Milan AC doit viser le podium et la Ligue des Champions évidemment. Il y a encore beaucoup de flots sur cette équipe pour la saison prochaine, mais c'est une équipe à suivre. La troisième équipe, c'est le Napoli, vainqueur du dernier Scudetto. Lors des dernières journées, le Napoli d'Antonio Conte est favori à sa propre succession. Pour tout vous dire, c'est l'équipe qui me donne le plus envie de regarder le championnat italien la saison prochaine. Déjà par l'arrivée d'un joueur, Kevin De Bruyne. Alors, j'en avais parlé sur la dernière vidéo sur un peu mes coups de cœur mercato. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le lien va apparaître juste ici. Mais aussi parce que le Napoli ne va pas faire beaucoup de changements, mais plutôt des ajustements avec l'arrivée de l'ailier Noah Lang. Dans le même profil, le Suisse Dan N'Doye est pisté par les Partenope. Le défenseur Bekema de Bologne aussi devrait signer. Un temps annoncé sur le départ, Antonio Conte va rester du côté du Napoli et sera dans la continuité de la saison précédente. Les hommes forts Romelu Lukaku et Scott McTominay ne partiront pas. C'est un signe fort aussi avec la re-signature de Franck Zambo Anguissa. Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, a su faire les bons choix pour de nouveau conquérir le titre malgré la perte de Cador. Donc on parle de Victor Osimhen qui a été prêté la saison dernière à Galatasaray et qui ne rejouera sûrement pas avec Naples. Il devrait être vendu normalement dans les jours qui viennent pour une très grosse somme, donc ce qui permettrait de faire d'autres recrutements. Il y a aussi le départ quand même l'hiver dernier de Kvaratskhelia. Du côté du Paris Saint-Germain, on sait qu'avec Osimhen et Kvaratskhelia, c'était les deux hommes forts du titre de 2023. Il faut un attaquant de complément du côté de Naples, surtout que Giacomo Raspadori est lui sur le départ. On parle beaucoup de Darwin Nunez, on ne sait pas trop ce qui va se passer à Liverpool pour lui, mais Darwin Nunez serait une potentielle recrue en attaque. Il y a aussi un autre joueur de Liverpool qui est ciblé par les Napolitains et qui pourrait se relancer au pays. On parle de Federico Chiesa, qui est en manque de temps
temps de jeu chez les Reds. Il est courtisé aussi par le Milan AC, on n'en a pas parlé juste avant. À voir si Chiesa peut retrouver son meilleur niveau pour le Napoli s'il signe, et même pour la Nazionale 1. La question principale pour Naples est est-ce qu'ils peuvent atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions? Donnez-moi votre avis en commentaire, mais je pense qu'ils sont favoris aussi, pour le Scudetto. Enfin, la cinquième équipe dont je souhaite vous parler, c'est l'AS Roma. Un peu comme le Milan AC, même s'ils ont fini cinquième, c'est un peu une saison à oublier. Malgré la remontée des hommes de Claudio Ranieri, qui a été appelé en pompier de service, il faut se tourner vers le futur car il semble plus radieux. C'est dû à un homme, le nouvel entraîneur Gianpiero Gasperini. Après 9 ans à l'Atalanta et une Europa League, le technicien de 67 ans s'est lancé un nouveau défi, remettre la Louve sur le toit de la Serie A. On sait qu'il a fait du très bon travail du côté de l'Atalanta, donc il y a cette Europa League. Ça a fait des belles performances en Coupe d'Europe et ça a souvent joué le podium en Serie A. À noter aussi l'arrivée d'un nouveau directeur sportif, Frédéric Massara. Donc Gianpiero Gasperini va sûrement s'appuyer sur certains joueurs qui étaient déjà là. Le meneur argentin Paolo Dybala, c'est une valeur sûre de cette équipe. Il y a aussi son compatriote Mathias Soulé qui est un élément très intéressant. Je pense que les Romains devraient aussi conserver leur rock Evan Ndika, courtisé par plusieurs équipes, même des cadres européens. Il a joué beaucoup de matchs, beaucoup de minutes. Evan Ndika, pour la continuité de l'AS Roma, les dirigeants devraient le faire rester. Manu Koné, l'international français, sera une pièce essentielle du technicien italien, mais il va quand même falloir construire un effectif. Quid de Dovbyk? Le piston espagnol Angelino est sur le départ du côté de l'Arabie Saoudite, donc quelles sont les cibles pour les giallorossi? On parlait du géorgien Georges Mikotadze qui était encore dans le flou récemment avec l'Olympique Lyonnais. On sait que l'Olympique Lyonnais a besoin de dégraisser son effectif. C'est une des plus grosses valeurs marchandes avec d'autres joueurs. Je pense que Georges Mikotadze, ça serait un recrutement très intéressant pour les Romains. C'est encore du côté de la Ligue 1 que la Roma cherche à se renforcer au milieu de terrain avec le Lensois Nil El Ainaoui, avec sa saison remarquée dans le nord de la France. Mais pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas énormément non plus de rumeurs du côté de la Roma. Je trouve ça un peu faible, alors qu'ils doivent absolument se renforcer pour la saison prochaine, pour au moins être dans les places européennes. Le podium me paraît un peu compliqué à atteindre, mais on ne sait jamais en Serie A. À voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, l'arrivée de Gasperini est un point très très positif pour la saison prochaine et du côté des Romains. Donc aussi, ça va être une équipe très intéressante à suivre dans le championnat. Avant de parler rapidement des autres équipes, un petit point mercato sur les joueurs en Serie A. Lookman de l'Atalanta serait sur le point de partir. On parle de lui en première ligne. Le retour possiblement de Lorenzo Insigne qui ferait un retour à la Lazio de Rome. On a aussi parlé de Jamie Vardy au Genoa, mais l'entraîneur Patrick Vieira aurait posé son veto contre l'arrivée de l'anglais. Et il y a cette déclaration de Massimiliano Allegri. Pour le Scudetto, il y a 7 ou 8 équipes qui peuvent le viser. Je suis pas sûr qu'il y a 7 ou 8 équipes qui peuvent viser le Scudetto. Dans le top 10 de la Serie A, il y a quelques équipes quand même à suivre. Concernant les équipes que l'on n'a pas vues, je vous invite à suivre la deuxième saison depuis son retour dans l'élite de Comme et le coach Cesc Fabregas, le retour de Maurizio Sarri à la Lazio, la Fiorentina après leur demi-finale de Conference League, ou même Bologne et la victoire en Coupe d'Italie la saison dernière, mais qui est en train de vendre un peu ses meilleurs éléments. Pour conclure, évidemment, je ne dis pas que les équipes italiennes vont rouler sur l'Europe la saison prochaine. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il faudrait déjà de la continuité dans les clubs. Voir 10-15 coachs changer d'équipe chaque année, ça n'aide pas à la stabilité du championnat et des clubs en général. Mais je pense qu'à moyen terme, d'ici donc 3 à 5 ans, la Serie A va redevenir un championnat attractif et que nous allons voir des équipes italiennes dans le dernier carré de la Champions League. Je vais même faire un pari. D'ici 4 ans, je pense qu'une équipe italienne va gagner la Champions League. Il y a aussi de plus en plus d'investisseurs étrangers. Il y a 8 équipes sur les 20 qui ont des investisseurs américains. À voir s'ils peuvent attirer de gros joueurs. Au classement UEFA, le championnat italien est deuxième derrière la première ligue. On aurait pensé plutôt à la Liga, c'est la Serie A avec les résultats donc de l'Inter en Champions League qui est deuxième dans ce classement. En tout cas, je vais suivre ça de très près pour vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre votre like sur la vidéo et à me suivre sur les réseaux TikTok, X et Instagram. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Arrivederci ragazzi!